Bonjour à tous, dans la précédente vidéo, on a abordé les propriétés piézoélectriques du quartz et on a vu comment le quartz pouvait se comporter comme un filtre passe-bande dans sa fréquence de résonance. Dans cette deuxième partie, on va voir comment le quartz peut servir à fixer, à stabiliser la fréquence d'un circuit déjà oscillant mais pas de façon précise, ou même mieux, comment le quartz peut à partir d'un courant continu créer une oscillation dans un circuit, oscillation qui sera bien sûr à la fréquence du quartz. Pour commencer, on va voir comment un quartz peut servir à stabiliser de façon très précise la fréquence d'un circuit déjà oscillant sans quartz et dont la fréquence d'oscillation n'est pas très stable. Voilà un circuit qui oscille tout seul. Il est constitué de trois portes non, trois portes inverseuses qui sont branchées en série l'une derrière l'autre. Et puis la sortie de la troisième porte revient sur l'entrée de la première à travers une résistance de 550 ohms. Et ce circuit, il oscille tout seul à une fréquence de à peu près 22 MHz. Et c'est à ce niveau-là qu'on viendra lire notre signal de sortie. Pourquoi est-ce que ça oscille? Eh bien c'est très simple. Imaginons ici qu'on ait l'état électrique 0, un état bas. Eh bien comme c'est une porte inverseuse en sortie, on retrouvera un état haut. L'état haut ici, en entrée de la deuxième porte, va générer un état bas en sortie de la deuxième porte. Et un état bas en entrée de la troisième porte va générer un état haut en sortie de la troisième. Comme l'état de sortie de la troisième, on le réinjecte sur l'état d'entrée de la première, on se retrouve ici avec un état 1 qui va générer 1, 0, 1, 1, 1, 0. Et on voit que si on vient récupérer les états de sortie ici au niveau d'un oscilloscope, eh bien au début on avait un état haut pendant un certain temps. Ensuite, on se retrouve avec un état bas. Le 0 qui est là, on le renvoie sur l'entrée de la première porte. Donc on aura de nouveau un 0, 1, 0, 1. Donc du coup, on va se retrouver de nouveau avec un état haut, et ainsi de suite. L'oscillation qu'on récupère en sortie, ça ne sera pas un signal oscillant autour du 0 volt, ça sera un minimum de 0,5 volts et un maximum de 2 volts. Mais ça fait rien, on a quand même un effet d'oscillation. On va regarder ce montage concrètement sur une breadboard. Et moi, pour faire ça, je vais utiliser une puce TTL 7404 et utiliser donc trois portes inverseuses. Voici ma puce TTL 7404 et comme vous le voyez, j'utilise trois portes inverseuses. Je viens l'alimenter avec une carte d'alimentation en 5 volts et je viens brancher mon oscilloscope comme indiqué sur le schéma. À l'oscilloscope, je suis en réglage 1 carreau vertical égale 500 mV, 1 carreau horizontal égale 50 nanosecondes. Le curseur du 0 volt, il est presque tout en bas. Et maintenant, je mets sous tension mon montage. Et voilà le résultat qu'on obtient. Avec le trigger, je vais stabiliser. Voilà, avec trigger, j'ai stabilisé le signal. Maintenant, j'appuie sur le bouton mesure. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un beau signal d'amplitude de à peu près 1,4 volts. Ici, on voit la fréquence, 22,88 MHz. Mais comme vous pouvez le voir, la fréquence, elle n'est pas parfaitement stable. Elle bouge toujours un petit peu. Donc on voit qu'on est bien en présence d'un circuit oscillant. Sauf qu'il oscille pas autour de 0 volts, mais plutôt autour de 1,2 volts. Notre signal, il se déploie de plus 0,5 volts à peu près plus 2 volts. On n'a pas un vrai signal sinusoïdal, mais ce qu'on voit, c'est que la fréquence, elle n'est pas stabilisée puisqu'elle change tout le temps un petit peu. Donc maintenant, on va voir comment, en rajoutant un quartz sur ce circuit, on va pouvoir fixer de façon très précise la fréquence d'oscillation de ce circuit, mais par contre, à condition, ce qui est très important, c'est de prendre un quartz dont sa fréquence de résonance sera proche de la fréquence d'oscillation de notre circuit. Là, il se trouve que j'ai un quartz qui fait 26,54 MHz, donc il est assez proche de nos 22 MHz. Eh bien, on va voir si en insérant ce quartz dans notre circuit, on arrive à faire osciller le circuit à cette fréquence précise de 26,54 MHz. À quel endroit, selon vous, est-ce qu'on va devoir implanter notre quartz dans ce circuit? Eh bien, tout simplement ici, en parallèle avec la résistance. Voilà, je suis venu rajouter mon quartz, j'ai plus qu'à brancher cette patte, mais avant je vais cadrer l'oscilloscope de façon à ce que vous voyez bien ce qui se passe au moment où je branche le quartz. Pour l'instant le quartz n'est pas branché, observez bien la fréquence, vous voyez, elle bouge tout le temps un peu, et on est sur du 22 MHz. Et maintenant,
Je branche le quartz. Voilà ce qui se passe. On voit que le signal il est beaucoup plus ample. Donc il va falloir que je change l'échelle verticale. Donc je vais passer à 1 carreau égale 2 volts. Et là, regardez la fréquence. Comme par magie, on tombe pile poil sur la fréquence du quartz de 26,54 MHz. Et en plus, en bonus, on a un beau signal sinusoïdal. Et on voit qu'il descend même dans les tensions négatives, puisqu'il se retrouve pratiquement à moins 2 volts. Là, on voit que cette fois, on a une amplitude de presque 6 volts. Et en fait, il va quasiment de moins 1,8 à plus 4,2 volts. Là, je redébranche mon quartz. Voilà ce qu'on a sans quartz. On voit qu'il n'arrive même pas à lire la fréquence parce que le signal est trop écrasé. Je vais rezoomer l'échelle verticale. Voilà. Donc on retombe sur la fréquence de 22 MHz. Je remets le quartz. Et voilà, on retombe sur la plus grande amplitude de presque 6 volts avec notre fréquence de 26,54 MHz. Maintenant, on va découvrir qu'un quartz peut créer une oscillation dans un circuit qui n'oscillerait pas sans ce quartz. Mais comment c'est possible? Ici, c'est le quartz, ici, c'est ces deux électrodes, et vous vous souvenez, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, un quartz, quand il est au repos, il n'y a aucune tension au niveau de ces électrodes. Par contre, si on vient appliquer une tension sur ces électrodes, le quartz va se déformer, et si on vient supprimer la tension au niveau de ces électrodes, le quartz va reprendre sa forme d'origine, mais sa forme d'origine, il ne va pas la retrouver d'un seul coup comme ça, il va plutôt faire comme ça, se balancer un petit peu, jusqu'à se stabiliser dans sa forme d'origine. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il va se déformer, il va se polariser dans un sens ou dans l'autre. Ce qui fait que tant qu'il ne sera pas complètement au repos, on aura des signaux de tension qui apparaîtront sur ces électrodes. Et ça veut dire que le signal de tension à ces bornes, il va ressembler à ça. Chaque espace entre deux crêtes correspondra à sa fréquence de résonance. Et comme l'oscillation va s'amortir dans le temps, le signal va s'amortir et s'atténuer dans le temps. C'est exactement comme une corde de guitare, quand on vient la pincer, qu'on la lâche, elle se met à vibrer, et puis petit à petit ça s'atténue jusqu'à s'arrêter. Tout le temps pendant qu'elle vibre, elle émet son onde sonore, en s'atténuant petit à petit, sur sa propre fréquence, ça fait toujours la même note. Et bien là c'est exactement pareil, notre quartz en vibrant va créer une onde, mais cette fois pas une onde sonore, mais une onde électrique, qui sera toujours sur la même fréquence et qui va s'atténuer dans le temps. Voilà un petit circuit hyper simple avec ici une alim continue en 5 volts. Je viens la brancher avec un quartz. Ici je viens mettre mon oscilloscope. Et puis ici je viens tout simplement mettre deux fils que je vais faire entrer en contact très brièvement pour fermer le circuit. Et voir ce qui se passe au niveau des sondes de l'oscilloscope. Et voilà l'image que j'ai pu capturer à l'oscilloscope après un très bref contact. On voit donc une oscillation qui a commencé, mais qui s'est très vite amorti. Et on pourrait faire l'analogie avec quelqu'un, un enfant qui serait sur une balançoire, un adulte qui vient le pousser, mais seulement une seule fois. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant sur sa balançoire, il va se balancer en va-et-vient, mais avec les résistances et les contraintes de la balançoire, tout ça va très vite s'atténuer pour ensuite s'arrêter. Et bien ici, un quartz, c'est pareil, il s'est mis en balancement, et avec les contraintes, son balancement s'est atténué. Par contre, il s'est balancé à sa fréquence de résonance. Mais si je reprends l'analogie avec notre balançoire, si une fois notre balançoire lancée, on venait juste redonner une petite poussée pile au bon moment pour compenser la perte d'énergie, eh bien notre balançoire ne s'atténuerait plus, elle ne s'arrêterait plus. Pour notre quartz, on va faire un peu pareil, mais électriquement, on va venir lui redonner une petite poussée pile au bon moment pour entretenir son balancement, son oscillation. Donc, en résumé, pour faire vibrer un quartz et entretenir cette vibration dans le temps, au début, on va commencer par lui donner une impulsion électrique, un peu comme un petit coup de pied, ou comme une poussée avec quelqu'un sur une balançoire. Et puis, une fois que la vibration a démarré, on va venir entretenir cette vibration en redonnant à chaque fois, au bon moment, une petite poussée de tension, de façon à compenser la perte d'énergie. On aura donc ainsi une vibration qui sera entretenue par le quartz lui-même, parce qu'en fait, c'est le signal généré par le quartz qu'on va récupérer, amplifier et renvoyer une nouvelle fois dans le quartz pour pouvoir entretenir cette vibration. Il y aura donc interaction entre le quartz et le circuit. Le quartz en vibrant va agir et influer électriquement sur le circuit, et le circuit en réaction, il va à son tour agir rétroactivement sur le quartz en lui renvoyant comme une nouvelle impulsion électrique
en lui redonnant de la poussée ou de l'élan en quelque sorte. Et donc on obtiendra une oscillation qui s'auto-alimente, s'auto-entretient, s'auto-régule, le circuit venant redonner au quartz au bon moment la petite poussée d'énergie perdue dans son cycle d'oscillation. On va pouvoir découvrir maintenant ce qu'on appelle un oscillateur à quartz. C'est un circuit qui sans quartz n'oscille pas, mais dès qu'on va venir lui implanter un quartz, ce circuit va se mettre à osciller à la fréquence de vibration du quartz. Voilà un type de circuit qu'on appelle oscillateur à quartz. On retrouve ici le quartz. On a deux condensateurs de 100 picofarad, une résistance de 22K, une résistance de 1K et un transistor BC547. Ce qui est important de savoir tout de suite, c'est que si on veut faire osciller ce circuit avec un quartz d'une valeur de fréquence beaucoup plus élevée, il faudra changer les valeurs des condensateurs parce que sinon le circuit oscillera pas ou très mal. Et puis également, moi j'avais vu ce schéma sur internet avec un autre type de transistor, ça ne marchait pas, ça n'oscillait pas. Et ça s'est mis à osciller quand j'ai bien mis un BC547. L'oscillation qu'on va venir lire à l'oscilloscope, on va venir le récupérer ici aux bornes de ce que j'appelle R2. On va voir maintenant en concret ce montage sur une breadboard et on va voir que sans le quartz, ici on n'obtient aucun signal d'oscillation et dès qu'on va venir implanter notre quartz, on aura ici notre signal pile à 8 MHz. Ici j'ai l'alimentation continue en 9 volts. Ici, les deux sondes de la voie 1 de l'oscilloscope, et ici le quartz, que pour l'instant, je n'ai pas branché, puisque vous voyez ici, j'ai pas fait la connexion. Précision qui a son importance, la sonde, je l'ai mis en x10, de façon à moins perturber le fonctionnement du circuit quand je vais venir prélever les tensions avec l'oscilloscope. Et donc, quand on se met en x10 ici, sur l'oscilloscope, il faut également se mettre en réglage x10. Pour l'oscilloscope, alors moi j'aime bien donner les réglages et montrer la totalité de l'écran parce que pour un débutant ça aide. Donc je suis sur un carreau vertical égale 2 volts, un carreau horizontal égale 50 nanosecondes et puis le curseur du 0 je l'ai mis ici sur cette ligne en bas parce que vous allez voir quand je vais mettre sous tension en fait le signal ne va pas osciller autour du 0 volt. Maintenant je viens appuyer sur le bouton mesure de façon à faire ici apparaître des valeurs. Je mets sous tension mon circuit. Sachant que, je le rappelle, pour l'instant, j'ai pas le quartz. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que sans quartz, on voit qu'on n'a absolument aucune oscillation, que la tension, elle est fixe à peu près de 4, 6, presque 8 volts. Maintenant, je branche le quartz, et là, on voit qu'on a une belle oscillation. Donc, je vais appuyer sur Trigger pour stabiliser l'oscillation, pour stabiliser le signal. Voilà. Donc, je vais appuyer sur Mesure. On voit qu'on a un signal d'une amplitude de pratiquement 8 volts, donc ce qui est beaucoup. Et regardez la fréquence, on est pile sur 8 MHz. Donc ça marche bien. La question que je me suis posée pendant pas mal de temps, c'est comment ce circuit pouvait entretenir une oscillation. C'est pas évident pour un débutant, mais j'ai trouvé une vidéo sur le net, sur internet, sur une chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien vers cette vidéo parce qu'elle est vraiment excellente. C'est une vidéo d'animation qui nous montre la circulation du courant dans ce circuit. C'est pas exactement le même circuit, il y a juste deux résistances et un condensateur en plus, mais franchement ça change rien, c'est exactement le même principe et ça aide vraiment à comprendre le principe d'oscillation du circuit, comment ce phénomène d'oscillation se passe. Donc pour résumer, il y a un moment où le transistor va devenir passant. En devenant passant, il y a une grande quantité de courant qui va pouvoir traverser le transistor et qui va venir charger le condensateur C2. Et après, avec cette animation, on voit que le condensateur C2, il va se redécharger via C1 en allant vers le quartz. Et je pense que c'est là qu'il va redonner son impulsion pour entretenir l'oscillation du circuit et l'oscillation du quartz. Il y a seulement 3 semaines, voilà le genre de questions que je me posais moi-même au sujet des quartz. Mais maintenant, j'ai compris que, en résumé de façon très schématique, un oscillateur à quartz, il fonctionnera toujours un peu sur le même principe. Un circuit électronique, il va toujours produire ce qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un certain bruit de fond, qui sera un mélange de toutes les fréquences aléatoires. Et parmi toutes ces fréquences aléatoires, il y aura forcément une fréquence qui correspondra à la fréquence de résonance de notre quartz. Comme le quartz sert de filtre passe-bande parmi toutes ces fréquences aléatoires générées par le bruit, eh bien seul le bruit dont la fréquence correspondra à la fréquence du quartz pourra traverser le quartz. Donc on retrouvera en sortie du quartz qu'une seule fréquence.
Et cette fréquence, grâce au circuit, elle va être amplifiée et réinjectée à l'entrée du quartz de façon à pouvoir venir une nouvelle fois exciter le quartz dans sa propre fréquence de résonance. Et seulement après quelques boucles, seule la fréquence de résonance sera amplifiée et circulera dans notre circuit oscillateur à quartz. Donc au début, à l'allumage, on a un mélange de toutes les fréquences de notre circuit, et puis après quelques boucles seulement, on n'a plus qu'une seule fréquence qui circule dans le circuit, c'est la fréquence de résonance du quartz. Donc on obtient ce beau signal sinusoïdal alternatif à la fréquence du quartz. C'est sur ce principe qu'on va construire une horloge à quartz ou une montre à quartz qui va compter le nombre d'impulsions et qui sera qu'au bout d'un certain nombre précis d'impulsions, ça correspond précisément à une seconde. Et ben voilà, cette vidéo est terminée. De quoi? Non. T'es pas gonflé, toi? Qu'est-ce que t'as à me dire? Porteuse? Sur le Yaesu? Ah ouais, excellent! Non, je confirme, c'est pas fini. Alors effectivement, avec ce montage, eh bien il se trouve que ici, je récupère une onde sinusoïdale d'une fréquence de 8 MHz, et que cette onde, ça pourrait être en fait une porteuse que je pourrais par exemple moduler en basse fréquence pour faire un émetteur radio en 8 MHz. Et il se trouve que justement, j'ai un récepteur radio scanner, Yaesu, qui peut recevoir toutes les fréquences comprises entre 100 kHz et 1300 MHz ou 1,3 GHz. Donc ça serait très facile pour moi de récupérer sur ce scan une émission radio qui serait faite avec cette onde porteuse. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour pouvoir me faire un petit émetteur radio en 8 MHz? Eh bien, peut-être par exemple tout simplement ça. Je suis pas certain de toutes les valeurs que j'ai pu rajouter ici. C'est un montage un peu expérimental. Mais le principe, c'est de récupérer ici ma porteuse à travers ce condensateur qui isolerait cette partie de circuit de celle-là. Je viendrai moduler ma porteuse. Sur le collecteur de mon transistor, je viendrai brancher un générateur de signaux en basse fréquence. Ici, je suis venu mettre un petit fil rayonnant pour faire office d'antenne. Je ne sais pas si c'est forcément le meilleur endroit, si vraiment ça marche. Et logiquement, ça devrait rayonner sur du 8 MHz. Donc on va faire l'essai tout de suite sur une breadboard. Je précise très concrètement, mon générateur de signaux, il a 2 fils. Et en fait, sur un fil, je suis venu brancher un petit contacteur. Vous allez voir pourquoi. Ça, c'est le montage de tout à l'heure. Ici, j'ai rajouté la partie droite, avec ici un petit manipulateur Morse. Ici arrive mon générateur de signaux. Et ici, mon alim en 9 volts. Quand le montage n'est pas sous tension, quand j'allume le Yaesu, je l'ai réglé sur 8 MHz. Et j'ai fait en sorte de ne pas recevoir le bruit blanc. Si je me mets comme ça, je reçois tous les bruits ambiants. Et en réglant comme ça, je suis en mode silencieux tant qu'il n'y a rien qui est émis sur la fréquence de 8 MHz. Donc on voit que tant que le montage est éteint, ici je reçois rien, c'est normal. Maintenant je mets sous tension mon alim 9 volts, donc je vais alimenter ce circuit. Pour l'instant sans avoir de branchement ici au niveau du générateur de signaux, ce qui fait que je vais simplement créer la porteuse. Et voilà, tout de suite, le Yaesu reçoit quelque chose. On voit que dès que je coupe la lime, on ne reçoit plus rien. Dès que je branche, je reçois quelque chose, c'est la porteuse. Maintenant, je vais la moduler avec mon générateur de signaux. Donc je laisse le Yaesu allumé à côté. Le générateur de signaux, je me sers de la voie 2. Je me mets en une fréquence, basse fréquence 700 Hz, de façon à pouvoir entendre un signal, avec une amplitude de 5 volts. Et puis je me mets en onde carrée. Maintenant, je branche le générateur de signaux. Et maintenant, je viens fermer le circuit du générateur de signaux de façon à ce qu'il module ma porteuse. Et maintenant, je remplace le générateur de signaux par un petit micro. Voilà mon micro. Je viens le brancher au même endroit. Alors par contre, il y a un sens de branchement. Si je le branche dans l'autre sens, le fil noir à gauche, ça marche pas. Donc il suffit d'essayer dans quel sens ça marche. Et puis bien sûr, je rappelle, ici j'utilise un quartz 8 MHz.
Donc ça veut dire que quelque part j'émets quand même des ondes radio dans une fréquence de 8 MHz. Je rappelle qu'il y a une réglementation très stricte en matière d'émetteurs radio. On n'a pas le droit d'émettre n'importe quoi, n'importe quelle fréquence. Mais là il se trouve que la fréquence de 8 MHz correspond plus à une fréquence pour des alarmes. Et là en plus je pense que mon émetteur est vraiment de piètre qualité. Donc il émet sans doute à une portée très très faible. Mais je rappelle, on ne fait pas n'importe quoi en matière d'émetteur radio. Mais par contre, concernant ce récepteur Yaesu, ce n'est qu'un récepteur, c'est pas un émetteur. Et là, c'est tout à fait légal d'en posséder un. Il permet simplement de scanner dans une gamme de fréquences très large et donc d'écouter tout ce qui se passe sur ces fréquences. Thank you.